avions aujourd'hui, enfin jusqu'à maintenant, il y a peu de temps, je dirais, ce qui forgeait notre pensée, notre référencement par rapport à notre positionnement par rapport au monde, c'était ce que nous disait avec autorité l'école de la République, l'école du capital, et depuis le 18 juin 1815, l'école du capital français qui est entre les mains du capital anglo-saxon. Hein, d'accord ? Donc ce sont ces forces capitalistes, ces forces de l'intérêt qui vont vous faire rentrer dans votre tête les vérités qui sont compatibles avec les forces marchandes en mouvement et qui vous oppressent. Hein. Donc il y avait l'école du capital. Ensuite, il y a eu le médiatisme du capital qui vous a forgé, qui vous forgeait également votre façon de penser. Ensuite, il y a eu Google pendant des années avec Wikipédia. À chaque fois que vous aviez une question, c'était Wikipédia, donc je dirais la réponse du Pentagone et de la CIA qui contrôle Wikipédia, qui vous disait ce qu'il fallait penser ou pas penser de la réalité qui vous entoure. Et maintenant, on passe à un stade supérieur, on a l'intelligence artificielle. Hein, c'est-à-dire l'intelligence, c'est-à-dire le calcul, la calculette. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut que vous pensiez pour que vous calculiez correctement dans votre tête dans le monde du capital. Hein, voilà, c'est aujourd'hui ce que vous devez penser du monde marchand, c'est l'IA qui vous le donne. Donc ce sont des gens dans des bureaux aux États-Unis, au Pentagone, qui vont générer des réponses dans une base de données. Et quand vous poserez des questions, ce sont ces réponses qui vont vous être fournies et vous allez les accepter comme une vérité. Et c'est pour ça que l'IA en ce moment fait l'objet d'investissements colossaux. J'ai mon informaticien qui est venu intervenir sur mon réseau d'entreprises qui m'en a parlé en disant aujourd'hui, je crois que les cours des semi-conducteurs explosent parce qu'il y a une énorme demande du capital, hein, des gens qui détiennent les capitaux, les entreprises et qui investissent dans l'IA parce que précisément, on va pouvoir augmenter le niveau de valorisation de l'activité sociale en vous la faisant encore plus à un niveau d'incrément supplémentaire. On va vous la faire à l'envers une fois de plus avec encore plus de force en réfléchissant à votre place, en calculant à votre place. Avant, vous calculiez votre intérêt avec votre cerveau, mais maintenant, on vous dépossède de votre intelligence à vous, le peu qui vous restait. Maintenant, même ça, vous en êtes dépossédé, vous n'êtes plus autorisé à penser et même à compter par vous-même. C'est l'IA qui va vous dire ce qu'il faut penser du réel. Et donc, c'est encore une fois, puisqu'on vous dépossède de votre intelligence et votre possibilité de réfléchir, c'est l'IA qui va s'imposer à votre place. Et donc là, votre humanité recule encore, toujours pour le plus grand bénéfice du capital. Donc le capital fait encore un incrément de valeur à vos dépens. Et c'est ça qui crée de la valeur, et c'est pour ça que le capital investit, puisqu'il va pouvoir générer de la valeur sur le pas en arrière que l'humanité vient de faire. Bon. Donc j'en reviens à mon premier thème. Oui, il est tout à fait licite de critiquer une décision de justice, que ce soit les parties concernées par les voies de recours. Bon, ça c'est la critique, je dirais, légale par les voies de recours. Moi je ne parle pas de ça. Moi je parle de quelqu'un qui est humain, qui pense, qui a ses défauts, qui a ses qualités, qui a ses lacunes, qui sait des choses, qui en ignore d'autres, qui fait de son mieux, qui est en quête de vérité, et qui va faire une critique d'une décision de justice, critique négative ou positive, hein, du reste. Hein. Donc le droit à l'expression d'une opinion positive ou négative est protégé, car le droit évolue notamment grâce à la critique des jugements. Donc c'est précisément dans cet esprit que je fais cette vidéo. Je vais faire des critiques positives, négatives sur la pointe des pieds, parce que vous allez voir qu'il y a un pendant à cette première partie, pour essayer de faire évoluer la justice, tout en sachant qu'elle n'évoluera jamais par rapport à ce que je vais produire en tant qu'être humain. La justice n'évolue, ne fait avancer ou ne réforme les lois que pour augmenter le pouvoir coercitif de l'ordre marchand sur l'être humain qui est exploité. La loi dit à chaque fois comment il faut vous exploiter davantage pour que le capital puisse continuer à se renouveler. Hein. C'est pour ça que la loi change. Hein, parce que si la loi était juste définitivement, elle ne bougerait pas. Hein, la loi du Christ, d'ailleurs il n'y a pas de loi, l'immanence du Christ par rapport à ce qui doit être fait moralement, ça tient en deux lignes, en deux paroles. Hein. D'ailleurs le Christ n'a rien écrit, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de commandement. Hein. C'est pas le Christ qui a fait des commandements. Hein. Lui, il a juste soufflé une parole d'âme à âme. Hein. Et cette parole, ce code, entre guillemets, de conduite christique, il n'y a pas besoin d'être écrit et il n'y a pas besoin de faire évoluer les codes christiques.
Quand un homme parle, je dirais, en humanité, il parle une fois et cette parole est éternelle. Alors que les commandements, les lois du capital, les 10 commandements du capital, au départ, ce sont des lois qui ne cessent d'évoluer parce que le capital a toujours besoin de serrer la vis, serrer la vis, serrer la vis, contre l'humanité qui se rebelle éternellement, toujours plus, bien sûr toujours plus parce qu'il est toujours de plus en plus oppressé, donc il y a toujours de plus en plus de révoltes, et pour contrer la révolte, il est toujours obligé de changer les lois pour être plus coercitif. C'est pour ça que la loi, entre guillemets, du Christ est éternelle, et ce n'est pas une loi, c'est une parole, alors que la loi du capital sont toujours obligées de se renouveler, de se durcir, de s'élargir et de changer. Hein, d'accord ? Donc je sais parfaitement que ce que je vais faire maintenant ne sera pas à l'origine de le changement de la loi. Ce qui va faire changer la loi un jour, ce sera toujours les forces marchandes, mais pas les forces humaines. Donc je reviens au pendant dont j'ai parlé et qui résonne avec la critique radicale que j'ai faite il y a quelque temps sur une autre vidéo que vous pouvez cliquer sur la critique radicale que j'ai faite de la Déclaration universelle des droits de l'homme, où j'expliquais que vous êtes libre, mais en réalité vous n'êtes pas libre, parce qu'en fait vous êtes libre dans le respect de la loi, et la loi n'arrête pas de vous dire que vous n'êtes pas libre de faire ceci, 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 en s'adossant à des valeurs morales. Donc parler de liberté dans la limite de la loi, précisément, c'est une liberté qui n'en est pas. C'est un oxymore, c'est une escroquerie, c'est un mensonge. Comme tout ce qui est capitaliste, tout est mensonger. L'intérêt, ça n'est que du mensonge. Pour vendre quelque chose, vous mentez. Si à un moment donné, vous dites la vérité, vous ne vendez pas. D'accord ? Et c'est valable partout dans l'ordre marchand, que ce soit dans les tribunaux, que ce soit dans les chambres de commerce, que ce soit dans un magasin entre un client et un vendeur. Tout le monde vend. Tout le monde ment. Tout le monde vend et tout le monde ment. Ça n'est pas possible. On ne réalise pas de vente sur la vérité. Sans parler du fait que la vente, c'est donner quelque chose à un autre être humain sans contrepartie. C'est refuser de donner sans contrepartie. On est loin, là encore, je dirais, de la pensée christique qui est l'amour de l'être et l'abolition de l'avoir, et de l'échange, et de la marchandise, et de la monnaie, et tout le reste, et de la banque, et tout ce que vous voulez. Voilà, donc cependant, cette liberté d'expression rencontre des limites légales strictes définies par le code pénal et la loi sur la liberté de la presse. Voilà, donc la liberté républicaine, c'est précisément le respect de la loi. Mais si vous respectez la loi, compte tenu des milliards de lois qu'il y a, vous n'avez aucune liberté. Donc parler de liberté, alors que vous ne pouvez faire que des choses qui sont circonscrites par la loi, c'est la liberté républicaine. Et la liberté républicaine, elle parle à l'envers. Elle vous dit que c'est la liberté, alors que ça n'en est pas. Elle pourrait très bien vous dire, écoutez, c'est la République, c'est la marchandise, il y a des contraintes, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on vit en société, donc finalement vous êtes obligé de respecter la loi et vous ne pouvez plus bouger le petit doigt parce qu'effectivement dans l'ordre social on ne peut plus bouger le petit doigt en tant qu'être humain. Bien, alors, donc ça c'était juste un petit préalable pour dire que je vais pouvoir faire une critique de ce qui suit par rapport à mon affaire, mais qu'en réalité je ne peux pas. Et pourtant vous allez voir que je vais le faire avec le minimum, avec les plus grandes précautions que je peux prendre, mais que déjà j'attire votre attention sur le fait que je fais maintenant est courageux, parce que même si je prends des pincettes, même si je dis rien de désobligeant sur les institutions, ce qui compte c'est pas ce que je dis, et nous le verrons, et nous l'avons vu déjà dans notre affaire, et nous le reverrons tout à l'heure quand j'aborderai la grosse et le reste. Ce qui compte, c'est pas ce que vous dites, notamment dans mon affaire, puisqu'on a travesti ce que je dis. Ce qui compte, c'est pas ce que vous dites, c'est ce que le tribunal va retenir de ce que vous avez dit par rapport aux mensonges des uns et des autres. Donc moi, encore une fois, je vais faire une démonstration, mais pas sur la preuve, pas sur les témoignages, pas sur ce que les uns et les autres racontent pour défendre leur bout de gras. Je vais faire... je suis le président d'une audience où je m'extrais des partialités, je m'extrais de ce que disent les uns et les autres, je vais être impartial, donc c'est-à-dire en dehors de ce que disent les parties, pour voir ce qui ressort objectivement, factuellement, réellement, conceptuellement, incontestablement de cette affaire. Je suis à un autre niveau. Je le dis sans fausse modestie, je le dis à un autre niveau. Ma pensée est stratosphérique. Alors que la République est au ras du sol à gérer des querelles de marchands. On n'est pas au même niveau. Alors, exercice du droit au silence. Deuxième point que je souhaitais aborder. Alors, je vous remercie d'être encore là, mais vous ne pourrez apprécier, mesurer la puissance de cette vidéo, je pèse mes mots, que si vous faites violence pour entendre tous
ces liminaires qui sont un peu longs. Si vous ne faites pas cet effort-là, vous ne comprendrez pas la portée de ce que je dis. Alors, à l'audience, le prévenu n'a pas à répéter plusieurs fois qu'il souhaite garder le silence. Il suffit qu'il l'exprime clairement une seule fois, soit oralement, soit par son attitude, refus de répondre, pour que ce soit reconnu. Le juge doit alors en tenir compte et ne pas exercer de pression pour l'inciter à parler. Dès lors qu'un prévenu dit d'emblée à l'ouverture de l'audience « Je souhaite exercer mon droit à garder le silence », le juge en aucun cas ne doit exercer de pression pour l'inciter à parler, ne doit pas l'appeler à la barre, ne doit pas lui demander de se lever, de venir à la barre et lui poser des questions. Il s'agit d'une incitation par personne ayant autorité à parler contre la volonté sous la menace de sanctions. Si le juge me convoque et que je refuse de parler, ou même que je dis « Mais monsieur, je vous ai déjà dit que je refusais de parler », mais déjà, ça peut être de l'outrage. Et moi, je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo, je suis arrivé en rampant en disant que je souhaitais garder le silence. Et dans ma dernière vidéo avant l'audience, j'ai bien expliqué que je savais que cette place était sans issue, que je ne pouvais pas gagner contre toutes les forces qui s'opposaient à moi, les forces de l'État, les forces de la police, les forces du ministère public, les forces des juges, les forces des partis adverses. Je ne peux pas gagner même simplement contre un policier qui me poursuit. Là, ils sont 3 à avoir fait 3 photocopies de la même déclaration et qu'ils ont signé. Donc, on n'est même pas dans le respect des procédures quand il y a 3 témoins dans un conflit, qui a eu un crime, par exemple, ou un délit. Il y a 3 témoins et on les auditionne séparément pour voir s'il n'y a pas des incohérences dans les dépositions. Là, non, la police, elle s'affranchit de toutes ces pesanteurs. Ça, c'est que pour la populace. La police, il peut y avoir 1000 policiers qui vous poursuivent, hein, ils font une déclaration avec 4 lignes sur une machine à écrire et ils font des photocopies, 1000, 10 000, 1 million de photocopies et chaque policier signe et puis ils arrivent à l'audience avec 1000 dépositions, 1000 policiers. Mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous en sortir contre un policier. Et moi, comment voulez-vous que je m'en sorte avec 3 ? Et le ministère public, et la justice, et les plaignants. Mais comment voulez-vous ? Donc, je veux dire, j'ai au moins un neurone qui fonctionne. Avant l'audience, je savais parfaitement que je ne pouvais pas sortir vivant. J'étais le taureau dans l'arène. Cette place est sans issue. Hein, Francis, là, qui était à Stafford, pas loin, là, pourquoi tu fais des chansons sur le taureau, qui est l'endroit où il meurt le plus dignement par rapport aux abattoirs. Viens montrer que t'en as. Viens me voir, je suis à 20 km de chez toi. Refais une chanson. Pour montrer comment on traite des êtres humains comme dans une arène. Hein, même pas comme dans une arène. Hein. Dans une arène, il y a de la musique, on honore le taureau, on abrège ses souffrances, on le respecte. Moi, j'ai pas eu le droit à tout ça, moi. Hein. Même les délinquants qui étaient incarcérés et qui sont comparus à l'audience avant moi, ils ont eu bien plus ils ont bénéficié de bien plus de bienveillance que moi. Ils ont pu s'exprimer. Il y a eu des longs moments de silence du tribunal pour les laisser s'exprimer alors qu'ils n'avaient pas grand-chose à dire. On leur a demandé 10 fois s'ils avaient des choses à rajouter, etc. Alors que moi, dès lors que je commençais à parler, c'était long. Mais attendez, on ne va pas continuer. Gna, 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 monsieur Gouraille, c'était la pression. Hein, refus du droit à garder le silence. Et dès lors que je parlais, avant même que je commence à argumenter quelque chose, c'était trop long et peut-être même que c'était un petit peu bancal parce que moi, j'étais arrivé à l'audience en étant prêt à ne rien dire. Et là, on m'oblige à parler. Bon. Selon l'article 313 du Code de procédure pénale, le président de la chambre correctionnelle interroge le prévenu sur les faits qui lui sont reprochés, mais il ne peut pas le contraindre à s'exprimer. Si le prévenu décide à garder le silence, cette décision est respectée tout au long de l'audience. Mais non, plutôt oui, pour tout le monde sauf moi. À la télé, aux États-Unis, en France, on voit de nombreux films où des acteurs sont payés des millions pour vous expliquer que on respecte, je dirais, le prévenu, qu'il a le droit de s'exprimer, qu'il peut être défendu, qu'il a le droit au silence. Mais c'est pas vrai. Qu'on le condamne uniquement sur des preuves, c'est pas vrai. Nous verrons dans la grosse qu'il n'y a pas besoin de preuves, juste l'intime conviction du tribunal, ça suffit. Pas de preuves. Hein ?
Donc là, il y a une lourde responsabilité des acteurs aussi au cinéma, à la télé, qui vous font cautionner la justice, le judiciaire, l'État avec des films qui racontent le faux. Moi, je l'ai vécu, ceux qui ont suivi l'audience le savent. Toutes les pressions que j'ai subies, toutes ces façons de se comporter du tribunal pour me mettre mal à l'aise, pour me couper la parole, pour refuser toutes les preuves, me refuser les vidéos. Même la vidéo qui a été produite, c'est même pas la bonne. Sur cette vidéo, on me voit à peine parler et je bouge un peu la main. À un moment donné, je parle. Mais c'est même pas le moment où j'ai dit c'est dégueulasse et c'est même pas le moment où j'ai fait le discours aux passagers. C'est même pas ce moment-là. Et à ce moment-là, on me dit on vous voit bouger la main, vous avez dit un mot là, c'est là que vous avez insulté, alors qu'il n'y a pas de son. Vous voyez, c'est ça. Ça, c'est une preuve. Alors que moi, j'ai demandé les vidéos où on me voit insulter, audio et vidéo, les vidéos où on me voit insulter, dire c'est dégueulasse et faire le discours. Mais ces deux scènes où j'ai tenu les propos qu'on me reproche, il n'y a aucune vidéo produite. C'est ça que j'ai demandé. Et on me le refuse. Alors que la caméra piéton, je le répète, existe. Que je me suis adressé, quand j'ai tenu les propos qu'on me reproche, il y a eu 200 personnes qui m'ont entendu. La police aurait pu demander à Ryanair la liste des passagers, leur envoyer un questionnaire. Alors voilà, il y a eu un petit problème à l'aéroport tel jour. Qu'est-ce que vous avez vu? De quoi êtes-vous témoin? Qu'avez-vous entendu? Qu'est-ce que M. Goural a dit exactement en substance? Veuillez le dire. Vous auriez eu 200 dépositions écrites de gens que je ne connais pas, que j'ai jamais vus avant, que je ne reverrai jamais après, qui n'ont rien à secouer de me défendre, qui auraient pu dire des choses. Et c'était facile de faire, comme les caméras, comme les vidéos. Vous ne l'avez pas fait. Toutes les forces sont contre moi pour créer du faux. Même la vidéo produite au tribunal, vous voyez, même au tribunal, j'ai pas pensé à le dire, et même quand j'ai fait la vidéo analytique sur cette vidéo, où j'ai dit que c'était pas possible que j'insulte les gens parce que le monsieur au téléphone était au téléphone et n'a même pas réagi, n'a même pas tourné la tête alors que j'étais censé insulter à ce moment-là. J'ai même pas pensé, vous voyez, c'est encore après, je dis, mais cette vidéo-là, c'est quand on entendait la police. Il se passait rien, j'ai rien dit, peut-être un mot à un moment donné où on va prendre la parole peut-être pendant une seconde ou deux, où j'ai bougé ma main, c'est tout. Mais les moments, encore une fois, où je suis censé avoir insulté, les vidéos on ne les a pas, le tribunal ne les a pas produites. Mais moi, la vidéo où j'insulte la police, où je suis censé insulter la police, je l'ai produite, elle est déjà en ligne, et regardez-la maintenant. Et vous voyez ce que j'ai dit. Vous voyez ce que je viens de dire. Hein? En aucun cas, je n'ai dit que la police française, aujourd'hui, se comportait comme la police de Vichy. À aucun moment. Et d'ailleurs, si je l'avais dit, les policiers m'auraient embarqué en disant « Allez, ça suffit, maintenant ça va trop loin, ce que vous dites ça va trop loin, vous êtes un hystérique, c'est pas acceptable d'insulter la police de cette manière. » Surtout que l'un des 4 policiers, d'après ce qu'on a compris à l'audience, est petit-fils de déporté, ce que je comprends. Donc il n'était pas possible qu'à ce moment-là, ils me disent « Monsieur Goural, écoutez, je peux rien faire, la politique de Ryanair, elle est comme ça, la police française n'a pas autorité pour faire respecter vos droits, même si vous payez avec vos impôts mon salaire, je ne peux rien faire, il faut faire le deuil de votre voyage, il faut faire le deuil de votre billet d'avion, vous rentrez chez vous, la queue entre les jambes, et je ne peux rien faire. » C'est ça que vous avez dit. Vous n'avez pas dit « Monsieur, allez, ça suffit, je vous embarque au poste, vous venez d'insulter la police nationale gravement, et de surcroît, je suis petit-fils de déporté. » C'est pas ça que vous avez dit. Et même plus tard, hop, écoutez, ce que vous allez écouter maintenant, c'est l'audio que l'OPJ m'a interdit de diffuser. Alors j'ai retiré la partie où on l'entend pour ne pas être poursuivi, mais en tout cas, je pense qu'on ne peut pas me poursuivre. Pour diffuser maintenant, ça va suivre tout de suite, l'audio original enregistré lors de ma notification de garde à vue, c'est le son original avec les bruits de fond du commissariat. Et j'ai tous les policiers autour de moi, les OPJ autour de moi, et je leur dis, alors qu'est-ce que vous avez à me reprocher? Et silence. Si vraiment, à ce moment-là, alors que tous les faits qu'on me reproche étaient commis, si j'avais insulté gravement ces policiers en les comparant à la police de Vichy, à ce moment-là, vous vous doutez bien, comment peuvent-ils garder le silence à ce moment-là alors que je leur tends un micro? C'est impossible. Ils auraient dû me dire, Monsieur Goural, ça suffit, on vous a expliqué ce qu'on vous reproche, au moins dire ça. Même sans dire, même sans répéter les propos outranciers que j'aurais tenus. Et vous avez dit ça, vous avez dit ça, ils l'ont pas fait.
Ils n'ont rien dit du tout. Ils n'ont même pas dit, mais on vient de vous l'expliquer. On vient de vous mettre le papier sous le nez que vous refusez de signer. On vous a expliqué les propos que vous venez de tenir, nous comparant à la police de Vichy. Ils ne le font pas. Silence. Silence. Et dès lors que je refuse de signer le papier, et dès lors que cette scène que vous allez entendre maintenant s'est produite, j'ai été amené dans ma cellule et je n'ai plus dit un seul mot. Et le lendemain, c'était le 30. Et la justice, dans la grosse, dit que tous les propos que j'ai tenus, c'était le 29. Donc ça ne peut même pas être des propos postérieurs du 30 ou du 31 pendant ma durée de garde à vue. C'était le 29. Hein, et tout ça a commencé aux alentours de 22h à l'aéroport et s'est terminé l'audio le précise, à 22h24, 22h24, donc 22h30, c'était plié, 22h30, ou 22h45, j'étais dans ma cellule, dans mon cachot, et je ne parlais plus à personne, c'était fini. Hein, d'accord ? Donc, nous allons voir la grosse du jugement que j'ai reçue en la demandant à mon avocat, je l'ai déjà dit. Donc, juste un petit mot pour enfoncer le clou sur le droit au silence. Hein. En effet, si l'incitation à parler malgré l'invocation au droit du silence, hein, si un prévenu invoque expressément son droit de se taire, toute pression ou incitation de la part du juge pour le faire parler peut constituer une violation du droit à un procès équitable. D'accord ? Toutefois, l'inciter à parler, même si elle est subtile, si l'incitation à parler est subtile, c'est-à-dire que le juge a oublié, imaginons qu'il ait oublié, et d'ailleurs, probablement que tout le monde a oublié que j'avais exprimé mon droit à garder le silence, parce que l'expression de mon droit à garder le silence, que j'ai verbalisé au tribunal, tout le monde l'a entendu, c'est absent de la grosse du jugement. Est-ce que vous vous rendez compte que je suis convoqué à la barre, je dis je veux me taire, et dans la grosse du jugement, ça n'apparaît pas. Donc officiellement, je ne l'ai pas dit. Et donc, vous pourriez dans les commentaires en disant tu n'as jamais dit, tu es un menteur, etc. Et je ne pourrais pas objecter. Je ne pourrais pas dire, je ne pourrais pas objecter parce que ça n'apparaît pas dans la grosse du jugement. Rien ne prouve que je l'ai dit. Sauf que le journaliste qui était là a fait un papier qu'on va lire plus tard et qui dit que je l'ai dit. Hein, je suis sauvé par le journaliste. Donc, subtil, c'est... Monsieur Le Goural, venez à la barre, etc. En gros, j'ai oublié que vous aviez expressément demandé à garder le silence et je vous pose des questions. Mais moi, je ne suis pas formé juridiquement. Je subis l'autorité du tribunal qui est très forte. La pression est très forte. Ce qui se joue est très fort. Moi, dans ma tête, j'ai décidé de ne pas parler. Et là, il me pose des questions. Donc moi, gentiment, comme un être humain, comme un agneau qui va à l'abattoir, je réponds gentiment aux questions. Je ne veux pas montrer que je suis en résistance par rapport au juge qui est en quête de la vérité républicaine. Donc je réponds aux questions. Plus ou moins maladroitement, peut-être que j'ai bafouillé, peut-être que c'était incohérent. Mais oui, mais j'étais pas préparé. Moi, j'étais préparé à me taire, pas à parler. Donc c'est subtil. Donc, toutefois, l'incitation à parler, même si elle est subtile de la part du tribunal, peut entacher la régularité de la procédure. Ce type de comportement peut être analysé comme une forme de contrainte psychologique, incompatible avec les garanties procédurales. Mais il s'agit bien de ça. Une décision de justice peut être annulée si une violation du droit de la défense est constatée, notamment lorsque le droit de se taire est bafoué. Oui, une décision de justice peut être invalidée si le juge a incité le prévenu à parler après que celui-ci ait invoqué son droit à se taire, à condition que cette incitation du juge ait eu un impact réel sur l'équité du procès. Ben oui, parce que j'ai parlé, et le journaliste plus tard le dit, donc il exprime un peu ce que l'audience et le tribunal a ressenti de ma prise de parole. Le journaliste a dit que j'étais un excité, et qu'on voyait bien que j'étais instable, et que j'étais incohérent, etc. Donc voilà. Hein, je suis un excité, incohérent, je dis n'importe quoi, limite agressif, et même il a rajouté le journaliste, donc comme à l'aéroport, alors qu'il n'était pas à l'aéroport, qu'aucune vidéo ne montre mon comportement à l'aéroport, donc il invente, il fantasme ce qui s'est passé à l'aéroport, et il l'écrit sans user du conditionnel, sans user de guillemets, il l'écrit comme une vérité. On voit bien ce que l'audience qui m'a entendu a ressenti de ce que j'ai verbalisé. J'étais un excité comme à l'aéroport. Donc mon comportement au tribunal, parce que j'ai parlé, lorsque j'ai parlé, valide mon comportement agressif, excité à l'aéroport. Et donc je suis condamné. C'est le journaliste qui le dit, qu'il y a un lien entre ma prise de parole ma prise de parole au tribunal qui a été forcée par le juge,
et que ça a confirmé ce que le ressenti de l'audience, de l'opinion publique, qu'effectivement c'était cohérent. Monsieur Goural, quand il parle, il est agressif, il est outrageant, et comme ce qui s'est passé à l'aéroport alors que vous n'avez rien vu. Donc ça veut dire que, bien que vous n'ayez rien vu à l'aéroport, vous considérez que mon comportement à la barre, mon excitation à la barre, confirme que j'étais bien un excité, que j'ai insulté, etc., que j'ai pas eu un comportement républicain à l'aéroport et qui convient de me condamner. Donc c'est ce qui me condamne, c'est bien que j'ai parlé. Donc si je n'avais pas parlé, mon sort aurait peut-être été différent. Et c'est bien ce qui justifie, par rapport au texte, l'invalidation, pas seulement du procès, pas seulement de mon affaire, pas seulement de la République, pas seulement du tribunal, mais l'invalidation totale du monde marchand. Totale du monde marchand, de la société. Ça invalide la société. On ne peut pas vivre en tant qu'être humain dans une société. On ne peut vivre qu'en communauté, comme ça a été le cas en France et ailleurs pendant des 1000 ou 2000 ans, à l'échelle d'un village, où chacun fait ce qu'il a à faire au niveau d'un village, sans qu'il y ait d'échanges marchands, au départ. Après, l'argent a tout colonisé. Mais au départ, le village, c'était des échanges, c'est une famille élargie. Chacun fait ce qu'il doit faire, sans échange, sans bénéfice, pour que le village, où il y a de l'eau, où il y a de la terre, où il y a du soleil, pour que tout ça soit harmonieux, que la vie se renouvelle. Voilà. Ça, c'est communautaire, l'homme est fait pour vivre dans ces conditions, mais pas dans une société à couteau tiré où tout le monde veut bouffer le voisin pour sa survie. Et quand quelqu'un se plaint de cette condition où il est en souffrance parce qu'à chaque fois on le malmène, à chaque fois on va au tribunal parce qu'on a subi un préjudice, bah évidemment tout le monde subit des préjudices tous les jours dans la société. C'est la guerre de tous contre tous, c'est le complot de tous contre tous. Et c'est pour ça que l'État investit dans la lutte anticomplotiste, parce que il faut surtout pas que le caractère complotiste généralisé de la guerre de tous contre tous, du complot de tous contre tous dans la société, puisse éclore. Il faut tuer dans l'œuf la critique du complot, puisque le capitalisme est complot généralisé. Tu m'étonnes que l'État, que le capital, que les intérêts marchands luttent contre les complotistes qui le plus souvent disent la vérité. Et cette lutte anti-complotiste, donc, qui protège les complots, protège les comploteurs, bien sûr, de haut vol. Quand vous avez un comploteur de haut vol, une grosse entreprise comme la taxe carbone, etc., et qu'on vous explique certaines choses, dis-moi, vous êtes complotiste. Vous êtes complotiste, ou même marcher sur la Lune. Les gens vont vous dire scientifiquement, on y est allé, on n'y est pas allé, chacun il va son baratin. Mais les Américains, ce sont des capitalistes. Pourquoi voulez-vous qu'ils aillent se faire chier à investir des milliards pour aller sur la Lune alors qu'il suffit de payer un studio avec Stanley Kubrick pour dire qu'on y est allé et faire une petite scène qui leur coûte $1 million? Pourquoi dépenser 5 millions de dollars, 5 milliards de dollars pour aller sur la Lune D'ailleurs, ce qui n'apporte aucun incrément de valorisation dans le monde capitaliste, donc même ça invalide. Qu'est-ce que vous allez foutre sur la Lune? Qu'est-ce que le capitalisme va aller foutre sur la Lune alors que ça rapporte rien? La course avec l'Union soviétique, mais l'Union soviétique, c'est la banque centrale américaine, c'est la Fed, les propriétaires de la banque centrale russe, même autant des communistes. Donc, le capital de l'Union soviétique, c'était l'Amérique, d'accord? Et que l'Amérique, les capitalistes, qu'ils soient d'État soviétique ou privés américains, ils vont pas investir 5 milliards pour aller sur la Lune, alors que ça rapporte rien en incrément de valeur, alors qu'il suffit de donner à Kubrick $1 million de budget pour nous refaire un remake de 2001 Odyssée de l'espace. Pourquoi s'embêter à aller sur la Lune, à dépenser autant d'argent dans une quête de non-rentabilité, alors qu'il suffit de faire un film voilà. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on y est allé ou qu'on n'y est pas allé. Je dis simplement que ça ne tient pas la route. Et ça intéresse qui d'aller sur la Lune, en sachant qu'on a une chance sur 2 qu'on a une chance sur 1000 de revenir, enfin, surtout sur les premiers voyages qui sont censés être faits. Enfin, il n'y a pas besoin de preuves, il n'y a pas besoin de faire les grandes écoles scientifiques pour savoir si on est allé ou pas allé. Enfin, il faut maîtriser un peu l'intelligence minimum d'un enfant de 2 ans. Je ne suis pas en train de dire que je suis supérieurement intelligent, je suis juste en train de dire que je pense. Arrêtez de croire les conneries des uns et des autres, pensez par vous-même. Bon, donc, ce droit à garder le silence, donc je réalise que c'est absent de la grosse du jugement, donc je reçois la grosse du jugement, je vois que le fait que j'ai dit que je souhaitais garder le silence n'apparaît pas dans la grosse du jugement, et surtout, je vois qu'ils ont pris une décision de justice sans argumentation. Et donc j'écris à mon avocat qu'il n'y a aucun argument.
Juste une décision de justice. Hein. Le tribunal reconnaît que M. Goural, au vu des pièces, et je cherche encore les pièces, est coupable. Hein. Et donc, j'écris à mon avocat, donc vous voyez, je suis tout à fait transparent avec vous, je viens de recevoir la grosse du jugement que je lui ai réclamée. Donc je vous remercie, je viens de recevoir la grosse, je vous remercie, je viens de lire la grosse, je n'y trouve pas la justification, élément qui prouve que j'ai commis les propos qu'on me reproche. Deuxième point, d'autre part, je ne comprends pas pourquoi le juge m'a appelé à la barre pour me poser des questions, alors que la première chose que j'ai dite, c'est que je souhaitais garder le silence. Que répond mon avocate ? Sur l'action publique, la motivation est effectivement très sommaire et il est inutile de prouver vos propos. Il est inutile de prouver mes propos pour qu'une décision soit prise et vous condamne à des amendes, à de la prison, à la décapitation. Enfin, vous vous rendez compte ? Comme aux assises, hein ? Pas besoin de preuves, hein, juste des éléments mensongers des uns et des autres qui permettent aux jurés, au tribunal de se faire une intime conviction. Est-ce que vous vous rendez compte que pendant des milliers d'années, on a décapité des gens simplement sur une intime putain de conviction ? Il y a des gens qui sont pour la peine de mort, mais enfin... Donc sur l'action publique, la motivation est effectivement très sommaire et il est inutile de prouver vos propos. Il suffit juste que les éléments du dossier permettent d'emporter l'intime conviction du tribunal. Entre parenthèses, en l'espèce, 4 personnes disent que vous avez tenu ces propos. Ces mêmes propos, non, c'est 3 qui disent que j'ai tenu ce propos-là et 1 qui dit que j'ai tenu encore un autre propos. Donc c'est pas 4 qui valident un propos, c'est 3 qui valident un propos en faisant 3 copier-coller de la même déclaration au mot près, hein, des photocopies de déclaration. Ils ne sont même pas foutus individuellement de dire ce dont ils ont été témoins. Ils ont fait une photocopie et signé la photocopie. Et c'est considéré comme 3 témoignages. Non, c'est qu'un seul témoignage validé par 3 signatures. C'est très différent. Et l'autre témoin de l'agent Avia Partners, elle valide son propos. Mais tous ces gens-là font partie des plaignants. Ils sont la partie. Donc, par essence, tout le monde ment. Moi aussi, je mens en tant que partie. Théoriquement, je suis censé mentir, défendre mes intérêts, c'est-à-dire occulter certaines choses, enjoliver d'autres, travestir d'autres, et eux, ils font pareil. La parole de 2 menteurs dans un tribunal. D'accord ? C'est pour ça que j'essaye de refaire maintenant une nouvelle séance d'un tribunal, là où je suis le juge qui observe la situation. J'essaye de le faire le plus désincarné possible, je radote, je le répète, pour que jaillisse la vérité lumineuse au-delà de tous les clivages et de tous les intérêts et de toutes les parties. Le tribunal impartial, c'est moi. Parce que le tribunal, mon avocate vient de le dire, m'a condamné sur la base de ce qui est dit par les plaignants. Et les plaignants sont des parties. Donc le tribunal s'appuie sur un discours partial pour rendre une décision impartiale. C'est impossible. C'est un oxymore, c'est une contradiction. C'est une dissonance cognitive. C'est lutter contre la pesanteur. On ne peut pas délivrer une décision impartiale, prendre une décision impartiale alors qu'elle est motivée, justifiée par ce que disent les parties. C'est impossible. Et quand on fait abstraction des parties, qu'est-ce qui reste ? Les 2 témoins qui sont venus à l'audience, les 2 étaient là. La passagère qui n'est pas spécialement a priori de mon côté, même si je l'ai soutenue et que peut-être qu'elle pourrait être bienveillante avec moi et arrondir son témoignage pour qu'il ne soit pas défavorable, je l'admets. Mais bon, elle fait pas partie des parties. Et par contre, le steward qui a été à la barre pour valider la partie adverse a dit qu'il était présent. C'est un gamin de 30 ans, il a les yeux et les oreilles qui fonctionnent. Il était sur place, il n'a rien entendu. Les 200 passagers que la police aurait pu convoquer ou demander à ce qu'ils fassent un témoignage, c'est pareil, ils n'étaient pas présents à la barre, alors que c'était très facile de les faire venir à la barre ou au moins obtenir leur témoignage. 200 personnes à qui je me suis adressé. Donc les propos que j'ai tenus, soi-disant injuriants, pas insultants, hein, donc le tribunal reconnaît que j'ai injurié, mais pas insulté. C'est-à-dire qu'à aucun moment, contrairement à ce que l'OPJ affirmait pendant ma garde à vue pendant 40 heures, il y a les vidéos, elles existent, on vous a vu, les yeux dans les yeux, à asséner toutes ces saletés au visage de cette femme, vous l'avez insultée, grosse merde, smicarde, etc. Tout ça, c'est faux, monsieur l'OPJ.
Hein, et c'est comme ça que vous avez fait condamner Patrick Dils, c'est comme ça que vous avez fait condamner Christian Ranucci, c'est comme ça que vous avez fait... vous êtes intervenu dans l'affaire Villemain, où ce pauvre gamin est mort et on ne sait toujours pas, avec les moyens colossaux qu'on vous donne avec nos impôts, vous savez toujours pas qui a tué ce pauvre gamin. C'est terrible. L'affaire Dominici, vous avez fait ça avec l'affaire Dominici, vous avez fait ça avec l'affaire Seznec, vous avez fait ça avec Jeanne d'Arc, vous avez fait ça avec le Christ, avec Louis XVI, avec Marie-Antoinette. Vous avez fait ça avec des milliers et des milliers de Français qui sont allés à l'échafaud en 1793. Des pauvres Français, contrairement à ce qu'on nous explique à l'école, qui n'étaient pas des aristocrates. Très peu d'aristocrates ont été guillotinés. Ils avaient du fric, ils se sont barrés. D'accord? Comme tous ceux qui trouvent qu'on paye trop d'impôts en France et qui veulent se barrer à Dubaï. La même clique, les mêmes enfoirés. Et on nous parle de résistance française, ça n'a jamais existé. Chacun défend ses intérêts. D'accord? Tous ces gens décapités, fusillés, avec ces méthodes policières-là, il y a encore des gens qui sont pour la peine de mort. Oui, la peine de mort pour ceux qui sont pour la peine de mort. C'est cohérent avec vos convictions, puis vous saurez de quoi vous parlez. Quand vous serez au pied de l'échafaud, vous saurez de quoi vous parlez. Et juste un petit mot avec Christian Ranucci. Hein. Au pied de l'échafaud, il a dit, enfin, il est censé avoir dit « réhabilitez-moi ». Et donc, vous aviez tout un tas de fonctionnaires, d'officiels, qui étaient là au pied de l'échafaud, ce gamin de 20 ans qu'on coupe en deux vivants. Ses dernières paroles, c'est qu'il est censé avoir dit, c'est « réhabilitez-moi ». Et même sur ça, les officiels présents ne sont pas d'accord. Aujourd'hui, il y a une controverse journalistique, politique, tous ceux qui s'expriment. Il l'a dit, il l'a pas dit. D'accord? Donc même au pied de l'échafaud, alors qu'il y avait 5, 6, 8 témoins au pied de l'échafaud, cet homme a dit quelque chose ou n'a pas dit quelque chose et vous n'êtes même pas foutus d'être d'accord entre vous pour ce qui a été dit au pied de l'échafaud. Comment voulez-vous que votre qualité en tant que fonctionnaire vous permette de faire des jugements et de parler de la vérité à des endroits où vous n'étiez pas présent, alors que même au pied de l'échafaud, dans ce moment on ne peut plus solennel où un homme va payer pour un crime qu'il a commis ou qu'il n'a pas commis, vous n'êtes même pas foutu de vous souvenir s'il a dit ou s'il n'a pas dit « réhabilitez-moi ». Donc, sur l'action publique, donc je l'ai dit, il est inutile de prouver vos propos. Il suffit juste que les éléments du dossier permettent d'emporter une intime conviction du tribunal, d'accord? En ce qui concerne vos droits, même si le président vous appelle à la barre pour vous questionner, vous avez toujours la possibilité de garder le silence. Mais vous vous rendez compte de la gravité? Je me présente à la barre, désarmé intellectuellement parce que je suis programmé mentalement pour ne pas répondre. J'arrive à la barre pour dire « je ne parle pas ». Et là, on me convoque, on me reconvoque et on me repose des questions. Et là, j'aurais dû... Mon avocate me dit, mais là, à ce moment-là, M. Goural, à la limite, vous avez merdé, c'est encore vous qui avez merdé. Quand le juge, avec autorité, vous traîne à la barre et vous pose des questions avec toute l'autorité et la menace de sanction ou d'aggraver votre cas ou de montrer que vous êtes tout le temps récalcitrant à tout ce qu'on vous demande, vous ne dites pas à chaque fois, je veux garder le silence, je veux garder le silence, je veux garder le silence. Non, il m'a convoqué, je réponds gentiment. Surtout que mon avocate n'a pas retenu ma manche en disant, M. Goural, vous n'avez pas à aller à la barre. Vous avez exprimé une première fois votre volonté de garder le silence. Les règles de procédure imposent qu'on respecte votre décision. Vous n'avez pas à bouger de votre siège, restez assis. Et je vais rappeler au président qu'il doit respecter votre décision de garder le silence. Vous ne l'avez pas fait. Et ce que vous dites, c'est que j'aurais dû. À chaque question, il faut répondre « je garde le silence ». Mais pourquoi ça ne m'a pas été dit avant l'audience? C'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Tu m'étonnes. Quand votre avocate vous prépare avant l'audience et vous dit « mais vous devez à chaque fois dire « je garde le silence, je garde le silence ». Et là, c'est dit que c'est difficile, même quand vous êtes préparé, que vous le savez. Mais moi, je ne le savais pas. Alors, c'est même pas difficile, c'est impossible. Alors, je lui réponds « je vous remercie. Je ne savais pas qu'il fallait répéter à chaque fois « je garde le silence ». Je pensais qu'une seule fois suffisait et qu'on allait respecter ma demande. Je regarde trop les séries américaines, vous voyez, et là c'est silence radio. Voilà. D'accord. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le droit à garder le silence en République.
prochaine étape. Alors là, c'est là où il faut que je fasse très attention, parce que là, je vais aborder la grosse du jugement. Alors, je ne peux pas vous la montrer, évidemment, parce qu'il y a des éléments confidentiels, il y a les noms des plaignants, etc. Tout ce que je peux dire, je vous demande de le croire sur parole, parce qu'il s'appuie sur la grosse du jugement, et si quelqu'un conteste ne serait-ce qu'une virgule dans ce que je dis, je pourrais toujours l'opposer et confirmer que ce que je vous dis maintenant est vrai. Première chose, la justice reconnaît que je n'ai pas forcé le passage pour me rendre de la zone de sécurité à la zone de sûreté. Alors que c'était l'élément essentiel qu'on me reprochait, le plus grave, de m'être rendu coupable, d'être dans une zone de sûreté. C'était l'essentiel des interrogatoires de la garde à vue. C'est l'essentiel du temps qu'on m'a pris en garde à vue, qui était justifié par les OPJ parce qu'il nécessitait, ça leur demandait du temps pour investiguer, pour savoir si ou non j'y étais pas, voir les vidéos. Donc c'est ce nœud-là qui était responsable, qui justifiait ma garde à vue, et c'est précisément ce nœud-là qui est invalidé même par la justice. Donc ça, c'est invalidé. Donc la principale chose, la plus grave, rentrer en zone de sûreté sans titre de transport comme un terroriste qui veut peut-être prendre le pouvoir dans un avion, détourner un avion, tuer des gens dans un aéroport, éventuellement, c'est d'une gravité extrême, hein, et sur les faits et symboliquement, hein. Surtout qu'il y a des coupures de presse qui sont sorties, des gens qui s'expriment et qui ne connaissent rien à l'affaire, qui disent que ça s'est passé dans un avion. Hein. Vous interrogez l'IA, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, ça s'est passé dans un avion. Donc, première chose, intrusion en zone de sécurité, forcer le passage, même comme va le répéter le journaliste, hein, que vous lisez, cette presse que vous payez encore pour être désinformé, ça n'est pas vrai, ça a été invalidé. Hein. Intrusion de force dans une zone de sûreté, invalidée. Insulter les policiers, insulter l'agent Avia Partners, c'est invalidé. Ça veut dire que là aussi, beaucoup d'heures d'interrogatoire pendant les 40 heures de garde à vue pour savoir si j'avais insulté face à face, les yeux dans les yeux, avec une proximité avec la personne que j'insultais, ou si j'ai tenu des injures, c'est-à-dire à un autre endroit, à un autre moment, sur cette personne, mais sans qu'elle soit à proximité ou même présente. Hein, c'est la différence entre l'injure, les yeux dans les yeux, l'insulte, les yeux dans les yeux, et l'injure des propos que je peux tenir à distance, ou même maintenant, si j'insulte quelqu'un là maintenant, si je suis grossier envers quelqu'un maintenant avec cette vidéo, c'est une injure. Hein. Donc le tribunal affirme qu'il n'y a pas d'insulte. Nulle part dans la grosse du jugement, il n'y a le mot insulte, mais il y a le mot injure. C'est-à-dire que les propos que j'ai tenus ont été tenus sans que la personne soit là. Sans que la personne soit là ou à proximité. Hein. Et donc, il y a deux choses. La première chose, c'est que je suis censé avoir donc injurié l'agent Avia Partners en la traitant de grosse merde, de smicarde, etc., sans la regarder dans les yeux, dans mon discours avec les passagers. Donc, dans mon discours avec les passagers, il aurait fallu envoyer les 200 demandes de témoignages aux passagers pour savoir ce que j'avais dit, puisque je me suis adressé à eux, ils m'ont applaudi, ils m'ont soutenu, des gens sont venus près de moi pour échanger des numéros de téléphone, mais je ne l'ai pas fait parce que je ne pensais pas que cette affaire allait aller aussi loin. Mais bon, moi, je ne connais pas ces gens-là, et justement, c'est ce qui fait la force de leur témoignage dont nous avons été privés, c'est qu'ils auraient pu, de manière parfaitement objective, faire un témoignage sur quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, c'est-à-dire moi, et dire effectivement ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit. Hein. Maintenant, ça, c'est les faits. Hein. Maintenant, conceptuellement, pourquoi je n'ai pas pu traiter cette femme de grosse merde, de smicarde, je sais plus quoi... Enfin bon, l'insulter avec des insultes, avec des mots, comme on s'insulte dans une cour de récré. Vous voyez comment je m'exprime, j'ai fait un discours, on m'a applaudi, donc j'avance des idées. Ce que j'ai dit, et je le répète encore une fois, je me suis adressé aux passagers. Voyant que la police allait arriver, que mon billet était définitivement invalidé, qu'on me privait de mon voyage, qui était important, etc. Et donc à ce moment-là, j'essaye de sensibiliser les passagers. Je leur dis... vous voyez ce qui vient de se passer, soyez solidaires avec moi, je vous ai défendu par rapport aux pratiques de Ryanair, cette maltraitance renouvelée sans cesse de Ryanair contre les passagers, j'ai pris une position courageuse pour moi, pour la passagère, pour nous tous, pour les passagers qui vont venir dans les jours qui viennent, pour que enfin on fasse quelque chose de fort, et que si vous acceptiez de dire
en commun, on refuse de partir si M. Goural ne rentre pas, surtout que le bagage a fini par rentrer et que tout ce nœud est lié au fait que Avia Partners réclamait une surtaxe pour un bagage qui a fini par rentrer. Je leur ai demandé d'être solidaires et de faire front et dire si ce monsieur ne rentre pas dans l'avion, nous ne rentrons pas dans l'avion. Bon, on m'a applaudi, on m'a soutenu jusqu'à un certain point, mais il n'était pas question qu'on soit solidaire avec moi jusqu'au point de prendre le risque de ne pas partir, alors qu'il n'y avait aucun risque que l'on ne parte pas, parce que si tous les passagers avaient été solidaires, il est clair que empêcher le décollage d'un avion avec aucun passager à l'intérieur, forcément que quelqu'un serait descendu de la direction, quelqu'un ayant autorité, ou même peut-être la police qui a dit en intervenant qu'elle ne pouvait rien faire, forcément que quelqu'un serait intervenu. C'est quoi cet avion qui ne peut pas décoller du tarmac de Toulouse parce que personne ne veut embarquer parce qu'il y a un problème? Ça aurait eu de la gueule. Et je suis très triste de voir tous ces gens qui sont prompts à s'exciter parce que le gasoil augmente ou parce qu'il y a ça, ou il y a ça, ou il y a ça. Mais quand il faut vraiment mouiller son propre maillot, se mettre en péril soi-même, prendre le risque même au pire de ne pas partir ou de retarder son vol pour faire une fois dans sa vie quelque chose de courageux, de ne pas être lâche, vous avez loupé cette opportunité une fois dans votre vie. Et ça me fait pleurer sur votre situation et votre lâcheté. Et c'est précisément de cette lâcheté dont j'ai parlé. J'ai expliqué que cet ADN de la lâcheté que vous avez en détournant le regard maintenant, en m'abandonnant aux prises avec la police, c'est le même ADN de lâcheté des gens qui ont laissé se commettre les grands crimes contre l'humanité dans l'histoire, comme ce qu'on a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est pas la grande blonde décolorée avec ses racines moches qui va m'empêcher de prendre mon vol. Elle n'est qu'une courroie de distribution, une courroie de transmission des directives de Ryanair, de Avia Partners, pour faire un petit billet, pour réclamer des surtaxes sur des bagages qui finalement rentrent. Et j'ai fait des vidéos, j'ai montré de nombreux cas, comment on était traité, même cette femme à Sofia qui était en pleurs sur le sol, on lui marchait pratiquement dessus. Et que c'était même pas Avia Partners, c'était carrément la police de Sofia qui faisait ce sale boulot de milice aux ordres pour le plus grand service des compagnies aériennes anglo-saxonnes qui travaillent sur le sol de Sofia ou le sol de Toulouse. Tout ça n'est pas possible. Donc, c'est ce gène de la lâcheté dont vous faites la démonstration maintenant, c'est le même gène qui a amené les grands crimes dans l'histoire. Voilà ce que j'ai dit en substance. J'ai peut-être dit que c'était du terrorisme, j'ai peut-être dit que c'était de la merde, tout ça, et qu'il fallait abolir tout ça, mais en aucun cas, j'ai dit vous êtes une terroriste, madame, vous êtes une grosse merde, madame, vous êtes une smicarde, madame. Non, ce que j'ai dit, c'est que regardez ce qu'on lui fait faire pour 1200 balles par mois. Ou 1500 ou 2000. Maltraiter ses propres clients qui la payent. Même pas être capable de prendre l'argent de ses clients avec bienveillance et gentillesse et le sourire. Ou dire à la passagère, écoutez, manifestement, il y a une bretelle qui dépasse ou il est un tout petit peu trop épais, éventuellement, je prends le monsieur qui est juste derrière, c'est-à-dire moi, et puis vous repassez derrière, je suis sûr que ça va passer. Laissons faire le gabarit. C'est pas du tout ça. La passagère, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, dès le départ, elle était agressive, elle n'était pas agréable. Et ce bagage, cette femme voyage partout avec toutes les compagnies. Et ce bagage est toujours rentré, le même bagage. Il n'y a qu'aujourd'hui que ça pose un problème, parce qu'il y a une bretelle qui dépasse. D'accord ? Donc, et en ce qui concerne donc la police, donc outrage, d'après le policier qui a témoigné à la barre, qui est petit-fils de déporté, qui a exhumé sa grand-mère pour qu'elle vienne déposer à la barre en expliquant que lui, en tant que petit-fils de déporté, il avait beaucoup souffert, il avait très mal vécu cette situation, au point qu'il a même dit qu'il n'avait jamais rencontré dans toute sa carrière de quelqu'un d'aussi insupportable, aussi mauvais que moi. Hein. C'est-à-dire qu'au niveau de l'échelle morale des gens qu'il a côtoyés dans ses fonctions depuis 10, 15 ou 20 ans de fonction, tous les violeurs, tous les cambrioleurs, tous les assassins qu'il a côtoyés dans sa carrière de policier, il n'a jamais rencontré quelqu'un d'aussi négatif que moi, d'aussi désagréable que moi, qui les fait souffrir autant dans sa chair que le traitement que je lui ai réservé. C'est ça qu'il a dit. Il a dû exhumer sa grand-mère pour ça. Il a dû appeler sa grand-mère à la barre pour soutenir sa vérité. En réalité, qu'est-ce qu'il s'est passé? Donc, ce que j'ai dit
Au passager, je viens de vous le dire dans le détail, je le répétais, je l'ai répété, je l'ai répété, je n'ai jamais varié, je n'ai jamais varié, je n'ai jamais varié. Et qu'est-ce qu'a fait la police? Elle est arrivée, elle a expliqué qu'elle ne pouvait rien faire. Elle m'a demandé, le policier qui était en terrible souffrance, je venais de lui dire que il était comparable à la police de Vichy, et à 3 reprises, il me demande de partir. Partez, partez. Vous êtes un odieux policier de la police de Vichy, vous avez le même comportement, monsieur, vous avez le même comportement, vous êtes un odieux policier de la police de Vichy. Et qu'est-ce qu'il fait? Mais monsieur, partez, s'il vous plaît, une fois, partez, partez, on en reste là. Non. Si vraiment je vous avais insulté comme vous le dites, vous m'auriez pas demandé de partir, vous m'auriez, et ça aurait été parfaitement légitime, vous m'auriez passé les bracelets, vous m'auriez amené au poste, et vous m'auriez pourri la vie pendant 40 heures. Mais ça, je ne l'ai pas fait. D'accord? C'est pas ce que vous avez fait. Vous m'avez demandé de partir. Et ce que vous avez fait, c'est que vous m'avez amené au poste pour une garde à vue de 40 heures parce que vous n'aviez pas le choix. Que faire de quelqu'un qui n'a plus de titre de transport valide parce qu'il vient d'être invalidé et qui s'obstine à rester assis pacifiquement comme un sac de pommes de terre dans son siège, dans la salle d'attente, en attendant un dénouement? Dénouement qui ne viendra jamais. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas le laisser là. Eh bien, vous me l'avez dit, monsieur, si vous restez là, si vous vous obstinez à ne pas partir, on vous prend et on vous amène on vous prend. On vous amène quelque part, mais moi je pensais à la limite qu'ils allaient m'amener sur un banc dehors, demander à ma femme de me calmer, mais non, ils m'ont directement amené au commissariat, ont appelé l'OPJ pour me notifier une garde à vue. Donc d'emblée, vous êtes parfaitement incapable d'arbitrer quand c'est pour une infraction ou des maltraitances envers des passagers au niveau commercial, mais par contre pour maltraiter quelqu'un au commissariat, en l'amenant au commissariat, d'emblée en mettant en place une procédure de garde à vue, alors que vous auriez pu me laisser sur un banc en disant on vient d'appeler votre femme, elle va vous rejoindre, essayez de vous calmer et on en reste là. Vous auriez pu faire ça. Non, c'est directement commissariat, garde à vue, on va réveiller l'OPJ pour qu'ils viennent, et 40 heures de garde à vue. Et là, dès lors que la garde à vue est enclenchée, là, effectivement, vous aviez un gros problème. Et c'est pour ça que ça a duré 40 heures. Vous avez eu besoin de 40 heures pour trouver une justification à la garde à vue. Et là, vous avez fait un amalgame entre le discours que j'ai fait aux passagers en parlant de nos lâchetés à tous les passagers, mais tous, à tous, c'était quelque chose qui était conceptuel, qui s'appliquait à l'universel, au monde entier. Les lâchetés individuelles de tous les êtres humains qui ne veulent pas rater leur avion et qui sont prêts à fermer les yeux sur des choses, sur des maltraitances qu'ils voient. De la même manière qu'on passe devant un clochard et qu'on ne se demande pas s'il va bien, s'il est mort, s'il est vivant, s'il a soif, s'il a faim, s'il a froid. C'est ça, c'est de la maltraitance, c'est le regard, c'est le pire des maltraitances, c'est de détourner le regard sur les maltraitances que l'autrui subit et être le premier à s'exciter pour faire défendre ses intérêts quand on subit une propre maltraitance soi-même. Il y a une dissonance cognitive. On raisonne personnel, individuel, mais on est incapable de voir la maltraitance des autres. Donc, c'est tout à fait légitime que vous soyez maltraité individuellement parce que vous êtes incapable de réagir quand on traite collectivement les autres. Vous laissez les autres être maltraité, et vous n'êtes pas légitime à réclamer qu'on vous défende lorsque vous-même vous êtes maltraité. Ça n'est que le prix à payer par rapport à votre lâcheté. D'accord ? Donc vous avez fait un amalgame des deux. J'ai dit effectivement que la lâcheté menait au grand crime contre l'humanité. Et de l'autre côté, vous avez vu la vidéo, c'est la seule chose que j'ai dite. Regardez ce que fait la République, regardez les fruits de la République. Donc effectivement, à ce moment-là, vous étiez en terrible souffrance, vous, petit-fils de déportés, qui portait dans votre cœur, dans votre âme, dans vos viscères, la souffrance de ce qu'a subi votre grand-mère, qui elle-même a été déportée, c'est-à-dire déportée, c'est quand même particulièrement grave, vous le portez dans vos gènes, et là vous êtes en train de transporter quelqu'un qui n'a rien fait, vous le savez, parce que vous dites... Ryanair, je ne peux rien faire, c'est les conditions, c'est ma fonction qui m'oblige à vous transporter, je n'ai pas le choix, votre billet est invalidé. Donc votre mission de fonctionnaire vous oblige à faire quelque chose que votre humanité réprouve, d'autant plus que vous êtes petit-fils de déporté, et vous le faites. Et comment dirais-je, et vous le faites. Donc déjà,
c'est ça qui fait bouger votre jambe et que je vous dis, vous voyez, votre corps vous trahit, hein, mais le lendemain ou le surlendemain, votre corps vous trahit, votre jambe est en train de vibrer, hein, votre genou est en train est excité, on voit votre jambe bouger pendant que vous prenez mes empreintes, etc. Et là encore, toujours la même démarche intellectuelle, je fais remarquer au policier que vous n'êtes pas à l'aise de faire ce que vous êtes en train de faire. Donc là encore, je le dédouane, je lui explique que c'est son uniforme qui est en train de prendre mes empreintes, mais que son humanité, son inconscient réprouve ce qu'il est en train de faire. Donc si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire, il aurait dû le comprendre, c'est que je le dédouane de ce qu'il fait. J'essaie de le sortir de la schizophrénie, hein, de considérer que son humanité, c'est l'uniforme. Non. Le fonctionnaire devient fonctionnaire le matin quand il arrive au boulot et qui met ses vêtements civils dans le casier et qui met son uniforme de fonction. C'est votre fonction qui vous fait faire ce que vous faites. Et vous êtes obligé de le faire pour remplir votre caddie. Je le sais bien, comme nous tous. Et pourquoi c'est si difficile à admettre de sortir de la schizophrénie? Les policiers de Vichy, c'est de la même manière. Ils ont subi les ordres. Ils ont subi les ordres. Donc même trouver que c'est insultant d'être comparé à la police de Vichy, je ne vois pas en quoi c'est insultant. À la limite, même si je l'avais dit, en y réfléchissant maintenant, a posteriori, les policiers de Vichy comme les policiers de Jakarta, de Bombay, de Los Angeles ou de Toulouse, je veux dire, tous les jours, on vous fait faire des choses. L'ordre marchand vous impose de faire des choses pour remplir votre frigo que vous ne voulez pas faire. Les policiers de Vichy, la plupart, ne voulaient pas faire ce qu'on leur a demandé. Ils l'ont fait entrer dans les pieds, un maximum, comme ils ont pu. Même les CRS, quand ils tirent à balles réelles avec des LBD à hauteur d'homme sur des manifestants, sur des civils désarmés, des jeunes filles de 16, 18 ans qui sont là, dans la foule, et qui sont éborgnés ou à qui on arrache une main, même ces gens-là, ils le font parce qu'il y a des directives. Donc le problème, c'est pas le clivage police aujourd'hui avec la police de Vichy. Le seul clivage, c'est l'humanité et l'humain qui endosse un uniforme. L'humanité face à sa fonction. Mais la problématique, elle n'est pas seulement avec les fonctionnaires de police ou les fonctionnaires de l'État en général. Un salarié, c'est un fonctionnaire du patron, de l'entreprise. Et le patron, c'est le fonctionnaire d'un autre patron. Qui est le patron du patron? C'est le marché, c'est le client. Si le patron tire à la baisse sur les salaires de ses salariés, c'est parce que c'est un salaud. C'est simplement qu'il doit produire des machines à laver, les moins chères, parce que les ouvriers qui se plaignent de ne pas être payés cher, ce sont les mêmes qui vont acheter chez Darty une machine à laver la moins chère possible. C'est une dialectique, c'est un serpent de dévalorisation qui se mord la queue. Donc personne n'est responsable. C'est la dialectique du monde marchand qui dévalorise, qui nous tire tous vers le bas. Est-ce que c'est si compliqué à comprendre ? Tout mon discours dédouane l'humanité, y compris vous, monsieur le policier. Je vous dédouane, je n'ai cessé de vous dédouaner. Donc, allez à la barre en disant que je m'en suis pris à vous ou à votre grand-mère, mais c'est ne rien comprendre, enfin. Donc, vous avez fait, pour justifier ma garde à vue, justifier la procédure au pénal, justifier les procédures, justifier les condamnations, 8 000 € au total que j'ai à payer, plus l'ultime humiliation de subir un stage de citoyenneté, m'obliger à être un bon citoyen, c'est-à-dire d'être quelqu'un qui aurait dû détourner le regard sur les pratiques de Ryanair et ne rien dire. C'est ça, être un bon citoyen. Ou c'est être un policier qui va fabriquer toute pièce d'épreuve pour faire un petit billet. Et en allant jusqu'à sortir sa grand-mère de son caveau pour la faire témoigner contre moi. C'est ça que vous avez fait. Je vous ai tendu une perche pour vous comporter correctement en tant qu'être humain. Et vous vous êtes obstiné en utilisant des moyens inacceptables en humanité pour me condamner et vous dédouaner alors que nous savons tous qui s'est bien comporté et qui s'est mal comporté. J'ai pas besoin de le dire. Le tribunal, l'audience mondiale qui m'écoute et qui m'entend maintenant, c'est qui? Qui est dans la lumière? Qui est dans l'obscurité? Je vous ai tendu la main
à travers tout ce que je disais pour vous sortir de l'obscurité, et vous refusez obstinément d'en sortir, c'est votre problème. C'était l'occasion de dire en tant que fonctionnaire, il y a un moment donné, ce que me demande de faire l'État pour remplir mon caddie, ça rentre en conflit avec mon humanité. Et vous auriez dû penser à votre grand-mère, si elle était résistante contre l'oppression de l'occupant, si vous avez ça dans vos gènes, si vous avez ça dans vos viscères, c'est sûr que ça, c'est difficile de porter un mimiche qui n'a rien fait alors qu'on porte ça dans ses viscères. Et c'est cette souffrance-là, qui vous a porté au tribunal pour crier votre haine contre moi. Parce que je suis votre miroir. Je suis votre miroir. Pour la première fois de votre vie, dans l'exercice de vos fonctions, où vous vous êtes retrouvé face à un miroir qui vous a montré ce que vous faites et qui vous êtes réellement. Et je comprends que ce soit douloureux. Simplement, plutôt que vous en prendre au système, vous en êtes pris à un bouc émissaire, c'est moi.